Place au 4V, vous retrouvez Caroline Roux. Bonjour Caroline, vous recevez ce matin Laurent Berger. Oui, secrétaire général de la CFDT, alors que nous attendons aujourd'hui le discours de politique générale du Premier ministre. Bonjour Laurent Berger. Bonjour. Nous attendons en effet le discours de politique générale d'Édouard Philippe, l'acte 2, soi-disant, du quinquennat. Qu'est-ce que vous en espérez ? D'abord, j'espère qu'il y a eu une écoute sur 2 points. Le premier, c'est qu'il faut un changement de méthode et il faut construire les politiques, les progrès, c'est un terme à la mode, les progrès sociaux, et pas les imposer de façon verticale et unilatérale. Co-construire avec qui ? Co-construire avec qui ? Avec vous ? les organisations syndicales, les associations, les ONG, les organisations patronales, enfin en gros, ce qui représente l'épaisseur de la société d'une certaine manière. Et puis de l'autre côté, c'est extrêmement important, il faut des politiques sociales assumées. Il faut s'inscrire dans cette transition juste que nous réclamons à travers le pacte du pouvoir de vivre que nous avons signé, porté, avec 19 autres organisations. Nous sommes aujourd'hui 40 parce que d'autres nous ont rejoints. Ça veut dire qu'il faut des politiques en termes de transition écologique affirmées, notamment sur la rénovation thermique des logements, mais il faut aussi des politiques sociales affirmées et menées vraiment. Vous attendez donc un acte 2 qui serait une sorte de tournant écologique et social ? Oui, je crois que c'est finalement l'enseignement de ces derniers mois, c'est-à-dire que la nécessité de la transition écologique, personne ou presque plus personne ne la remet en cause. Nous sommes face à un choix d'humanité finalement. Est-ce qu'on veut préserver notre planète ? Et la question sociale, la question de la progression des inégalités, du ressenti d'une forme de délaissement d'une partie de la population, elle est extrêmement forte. Et il faut des réponses adaptées dans ce sens-là également. Et alors, dans ce sens-là, on a entendu hier un Emmanuel Macron avec des propos qui sont assez inhabituels dans sa bouche. Il a dit « Nous avons peut-être parfois construit de bonnes réponses trop loin de nos concitoyens en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants ». Il a fait une sorte de mea culpa sur la forme, parlant même d'un capitalisme fou et de la nécessité de rééquilibrer, en fond, la captation des richesses par quelques-uns. Est-ce que là, vous vous dites, c'est une révolution culturelle, c'est un changement de pied du président de la République ? En tout cas, j'étais hier à Genève pour les 100 ans de l'Organisation internationale du travail et le discours qu'a prononcé le président de la République était un discours fort. Et il faut le dire. Un discours fort qui disait il faut évidemment de fortes régulations pour contrer les dérives du capitalisme et il faut également des politiques adaptées aux situations des personnes, des hommes et des femmes de notre pays, mais aussi en Europe et dans le monde. À hauteur d'homme. À hauteur d'hommes et de femmes, comme je le dis régulièrement. Je le dis parce que moi j'ai entendu plusieurs choses dans ce qu'a dit le président de la République hier qui était extrêmement important. D'abord que des bonnes réformes qui peuvent être perçues comme importantes au niveau macroéconomique ne l'étaient pas forcément au niveau micro. Ça veut dire quand ça arrive sur la situation des personnes concernées. Et ça, c'est extrêmement important parce que nous n'avons de cesse de répéter que, par exemple, sur l'assurance chômage, on ne peut pas faire payer les difficultés de l'assurance chômage aux seuls demandeurs d'emploi qui subissent la précarité. Voilà des exemples concrets. Et puis, j'ai aussi entendu que le seul prisme, l'ajustement économique ou la règle budgétaire ne peut pas prendre le dessus sur des politiques sociales, sur la situation des personnes. Eh bien, moi, je dis chiche. Je dis chiche, allons-y. Ça veut dire que vous êtes rassuré sur ce qui vient. Vous avez parlé de l'assurance chômage. Il y a une autre réforme, donc peut-être on aura les contours cet après-midi avec le Premier ministre, c'est la réforme des retraites. Il y a un rapport du Conseil d'orientation des retraites qui a été remis, qui explique que si rien n'est fait, il y aurait 9 milliards de déficit en 2022, ce qui plaide pour une réforme d'ampleur. Là, vous écoutez plutôt le corps ou le président de la République à l'Organisation internationale du travail ? Je n'ai pas dit que j'étais rassuré, j'ai dit que les orientations fixées me semblaient être les bonnes lorsqu'on dit qu'il faut davantage de régulation. Maintenant, vous savez, de la coupe aux lèvres, il y a un peu de distance et j'attendrai de voir les mesures concrètes. Qu'est-ce qui vous inquiète sur la réforme des retraites ? Sur la réforme des retraites, nous n'avons pas besoin de réforme financière. Le corps, le rapport du corps, qui sera discuté jeudi, donc laissons-le discuter. Le rapport du corps, parce que vous savez, lorsqu'on prévoit des recettes, c'est toujours aléatoire. Quand on se projette dans 20 ans, 30 ans, vous êtes bien malin, celui qui peut vraiment savoir quel sera le niveau de richesse, le PIB, la croissance, etc. Mais le rapport du corps, il dit une chose importante. Il dit que le poids des retraites dans la richesse nationale n'augmentera pas. N'augmentera pas. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, moi, ce que je dis sur la question des retraites, c'est que le président de la République, dans son programme, avait dit qu'il voulait une réforme qualitative.
une réforme qui soit plus juste, notamment pour les femmes, ceux qui subissent des carrières hachées, ceux qui ont commencé à travailler jeunes. Qu'il fallait une réforme qui soit plus lisible, qui laisse du libre choix, mais pas une réforme financière, qui serve notamment, et on voit bien que c'est une orientation d'une partie du gouvernement, qui servirait, cette réforme financière, à financer d'autres choses que la retraite elle-même. Et donc, la CFDT, elle veut cette réforme-là, que nous avons concertée, discutée avec M. Delevoye, et pas une autre qui aurait des éléments financiers. Quand vous entendez parler d'âge pivot à 64 ans, ça vous inquiète ou pas? Oui, bien sûr, ça m'inquiète. Et ce n'est pas du tout l'esprit qui était celui de départ. Et ce n'est pas du tout ce qui nous avait été dit le 10 octobre par M. Delevoye lors d'une réunion avec les partenaires sociaux. Il avait dit qu'il n'y aura pas de recherche d'équilibre financier à travers cette réforme. Ce sera une réforme qualitative. Sur l'assurance chômage, vous avez des réserves. Il paraît que les syndicats ne sont pas du tout au courant de ce qui va sortir du chapeau. C'est le cas ou pas? Ou est-ce que vous savez? Non, on ne sait pas ce qui va sortir in fine du chapeau. On voit bien les grandes orientations, puisque les uns ou les autres ont été reçus il y a quelques semaines. Moi, je le dis très clairement. L'assurance chômage, ça ne peut pas être du moins pour les travailleurs les plus précaires. Et ce qui se profile, c'est quand même ça. Lorsqu'on vit avec des contrats courts et qu'on est de temps en temps indemnisé parce que malheureusement on subit du chômage et de la précarité à hauteur de 600, 700, 800 euros, on ne peut pas avoir son indemnisation amputée. Mais revoir l'indemnisation des cadres à haut revenu, non, mais ça ne vous choquerait pas? Non, mais l'indemnisation des cadres à haut revenu, ça met fin. Si on baissait leur indemnisation, ça mettrait fin au système assurantiel tel qu'il est conçu aujourd'hui. Donc il y aurait une forme de non-consentement à la solidarité qui pourrait venir de la part de ces populations. Donc je ne suis pas d'accord non plus. J'ai deux questions rapides à vous poser pour terminer cette interview. Le gouvernement est confronté à une grave crise sociale avec la question des urgences. À votre avis, est-ce que c'est une question de moyens d'urgence? Est-ce qu'il faut que le gouvernement débloque des fonds en urgence pour les urgences? Oui, c'est une question d'organisation du système et de moyens. L'organisation du système, dans la réforme de la santé, il est prévu que la médecine de ville prenne plus sa place dans les premiers soins. Mais par contre, il faudra des moyens. Nous l'avions dit à la ministre de la Santé, il faut des moyens supplémentaires dans l'hôpital public et particulièrement aux urgences. Le gouvernement a trop attendu pour gérer cette crise? Le gouvernement, il est face à une crise qui vient de loin. Bon. L'hôpital est au bord du burn-out, je le dis depuis 5-6 ans, et on est malheureusement en train de le vivre. Juste pour savoir où s'en est votre aventure avec Nicolas Hulot, vous aviez présenté une plateforme de 66 propositions, propositions très variées, la mise en place d'une plus grande progressivité de l'impôt, une taxe au patrimoine par exemple, il y en a d'autres, une soixantaine. Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est quoi la suite ? On est en train de travailler à affiner ces propositions. On va communiquer prochainement sur le sujet. Et puis, on a fait une demande de rendez-vous auprès du président de la République, maintenant fin avril. Eh bien, nous souhaiterions être reçus par le président de la République ou le Premier ministre pour exposer ces 66 propositions. Et il s'apercevrait ainsi que nous sommes dans une démarche constructive qui veut cette transition écologique et cette justice sociale. Merci beaucoup, Laurent Berger. C'est à vous, Laurent. Merci et bonne journée à tous les deux.